Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le PPDC a permis à de nombreux producteurs de la Casamance de bénéficier d'appui en matériel agricole moderne. Le constat est fait par la délégation conjointe Banque mondiale État du Sénégal. C'est dans le cadre d'une mission de revue à mi-parcours des réalisations de ce programme phare de l'État en faveur de la Casamance. Des jeux, rien que des jeux. Vous êtes dans l'univers des cybergames. Ce genre de salle se développe de plus en plus à Dakar et attire de nombreux jeunes en ces vacances. Et pour ce qui est de la recette traditionnelle, nous revisitons aujourd'hui le ngourban, l'un des riches menus de la gastronomie sérère, à déguster avec grand appétit en cette période d'hivernage. L'histoire des abattoirs de Dakar revisitée dans la rubrique découverte. Même si les plus célèbres restent les abattoirs municipaux de la Corniche Ouest, les plus anciens sont ceux de la Corniche Est, une boucherie qui date de l'époque coloniale. Kumba Diakhatemar nous retrace toute leur histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Sénégal, lauréat du prix Confucius UNESCO 2016. Cette distinction est remise cette année aux pays qui se sont illustrés dans l'utilisation des TIC pour la promotion de l'alphabétisation. Le ministre de l'Éducation à la tête d'une forte délégation a représenté le Sénégal à la cérémonie de remise du prix au siège de l'UNESCO à Paris. La synthèse avec Maman Sambatian. Salve d'acclamation pour le Sénégal. Par ce prix constitué d'une médaille, d'un diplôme et d'un chèque de $200 000, l'UNESCO couronne ainsi l'important projet national d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes. Un projet innovant avec l'option d'utiliser des téléphones mobiles, des ordinateurs et des programmes de télévision pour diffuser des cours d'alphabétisation. La distinction que je reçois aujourd'hui au nom du Sénégal est le fruit d'un long processus de lutte contre l'ignorance et pour l'autonomisation des populations. C'est aussi la résultante d'une longue et riche tradition en alphabétisation avec la mise en œuvre par l'État et par ses partenaires de plusieurs initiatives porteurs et de pratiques innovantes. Le succès reconnu par la communauté internationale à travers ce prix prouve à suffisance la crédibilité de notre système éducatif en général et des options du paquet en particulier. Je considère que si ce prix vient reconnaître et encourager les résultats déjà tangibles de cette ambition et de cette vision du président Macky Sall dans le secteur de l'éducation, il me faut aussi saluer votre accompagnement, votre soutien. Je veux parler de l'accompagnement et du soutien de l'UNESCO qui ont permis au Sénégal de réaliser des avancées significatives en matière d'alphabétisation. Le prix international Confucius d'alphabétisation 2016 de l'UNESCO constitue une motivation supplémentaire à poursuivre et à renforcer la dynamique pour que l'alphabétisation puisse jouer son véritable rôle dans le développement de notre société, conformément aux objectifs de développement durable et à ceux du plan Sénégal émergent. Félicitations également à la RTS et à la DRTS qui ont contribué à ce sacre du Sénégal au niveau de l'UNESCO en produisant et diffusant des leçons en alphabétisation dans l'émission Diek à Kerem. Le Sénégal a présenté son rapport au Parlement de la CEDEAO. La délégation sénégalaise est composée de 6 députés qui représentent le Sénégal au niveau de ce Parlement. Ils ont été interpellés sur plusieurs questions, notamment la politique et l'économie. Envoyés spéciaux à Abuja, Pape Belem, Sedina Alunfal. Le rapport du Sénégal était très attendu ici au Parlement de la CEDEAO. Le document s'articule essentiellement autour de 8 axes. État de mise en œuvre des textes communautaires, situation politique, sécuritaire, état de mise en œuvre des EMD, environnement et changement climatique, entre autres. C'est l'honorable député Mamadou Lamine Thiam qui a présenté le rapport du Sénégal au Parlement. Si vous avez suivi le rapport du Sénégal, nous nous sommes appesantis surtout sur les évolutions politiques qu'il y a eu au Sénégal et aussi faire une petite introduction sur l'amorce des développements sur les ODD. Le référendum et le dialogue politique ont été des rendez-vous importants pour le Sénégal.
La délégation sénégalaise l'a souligné. Lors des débats qui ont suivi les présentations, les parlementaires ont souhaité avoir plus d'informations de la part de leurs homologues sénégalais sur le Haut Conseil des collectivités territoriales afin de bénéficier de cette expérience. Parce qu'ici, les pays doivent avoir tout le monde les mêmes expériences. C'est à chaque fois donc qu'on vienne avec une idée nouvelle. Tous les pays s'intéressent à voir qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal sur ce sujet, comment cela s'est fait. C'est pourquoi donc vous avez suivi, nous avons expliqué la structuration du Haut Conseil, comment il est, qui sont éligibles et qui sont nommés. Également, parmi les questions posées à la délégation sénégalaise figure l'instauration des cartes d'identité biométriques. Le Sénégal n'est pas en retard. Depuis le 4 mars, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté la loi autorisant le Sénégal à entrer dans cette nouvelle ère. Et nous avons dit que des dispositions sont prises au Sénégal pour qu'à partir de 2017, qu'il y ait une généralisation. Vous avez vu même par rapport que le président de la République a pris un décret pour augmenter le temps de validité des cartes d'identité au Sénégal. Parce qu'on va aller vers cette nouvelle ère. Et au Sénégal, personne n'est plus dupe. On sait que les cartes d'identité nouvelles vont entrer en vigueur. Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger et Guinée-Bissau sont les 4 pays qui ont présenté leur rapport au Parlement ce samedi. Élu il y a 7 mois, le nouveau président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a dégagé ses grandes orientations. Le budget de l'institution va aussi connaître une hausse. Le président du Parlement de la CEDEAO est au micro de notre envoyé spécial Seydina Alioune Fall. Nous allons essayer de mesurer à sa juste valeur ce qu'on nous a donné comme prérogative et nous essayons de nous organiser pour mériter cette confiance des chefs d'État. C'est-à-dire faire exactement à côté de la Commission ce qu'on nous demande de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je pense que nous sommes en train de le réussir. Si nous continuons pendant les 4 ans à faire cela comme on a démarré, je pense que ça sera très bien. Parce que notre budget de 2017 va connaître certainement une hausse exponentielle de 60%. Donc de 11 milliards, nous allons porter le budget à 16 milliards ou 15 milliards et quelques pour pouvoir prendre en compte toutes les préoccupations des populations dans la mission que la CEDEAO nous a donnée. Donc je pense qu'il faut aller essayer de s'organiser avec tout le monde, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des experts de haut niveau, des cadres de haut niveau dans le Parlement. Ils sont 115 plus le personnel. Chacun dans son domaine doit faire ce qu'il a à faire parce que ce n'est pas Moustapha Cissé Lo qui va imprimer une nouvelle démarche. Non, je suis là pour gérer l'ordonnancement organisationnel du Parlement et je pense pouvoir le faire en toute indépendance et ça, je m'inscris dans cette logique. Et je lance un appel à tout le monde, surtout mes frères du Sénégal, députés et la presse sénégalaise, surtout parce que c'est le Sénégal qui dirige ce Parlement. Nous devons ensemble travailler, et essayer de réussir la mission pour le Sénégal. Parce que si nous échouons, c'est le Sénégal qui échoue. C'est ça. Donc il faut le comprendre et essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que ce n'est pas le mandat de Moustapha Cissé Lo, c'est un mandat de Moustapha Cissé Lo qui m'a été décerné par mes pairs du Sénégal. Une délégation conjointe Banque mondiale État du Sénégal a effectué une mission de revue à mi-parcours du PPDC après Ziguinchor, Sédhiou et la deuxième étape. Sur place, les experts de la Banque mondiale ont constaté de visu les réalisations du projet qui a appuyé les producteurs en semences et matériel agricole. Les précisions de Salou Seka. Oudoukar, l'une des étapes les plus importantes de la mission de revue à mi-parcours du projet pour le développement de la Casamance. Ici, la délégation conjointe Banque mondiale État du Sénégal a visité les parcelles de riz du GIE Alimedouane qui a reçu un appui du PPDC. Le PPDC nous a appuyé en semences, en équipement, le tracteur, surtout le tracteur. Parce que sans on a les semences, si on n'a pas de tracteur, on n'a pas où labourer, on ne peut pas faire tout ce qu'on a réalisé. Alors je peux dire aujourd'hui, si vous voyez tout ça d'ici jusqu'à l'eau, avec le zoom, c'est à cause du PPDC qu'on est arrivé à faire tout ça.
Grâce à cet accompagnement du PPDC, les femmes ont presque triplé leur exploitation. Et cette mission de revue à mi-parcours a permis aux partenaires de constater de visu les impacts positifs de l'intervention du projet en Casamance. Ici, les producteurs ont augmenté leurs emblavures. Le PPDC a mis à la disposition des organisations de producteurs du riz au niveau de la région 5 tracteurs. Lesquels tracteurs, cette année, ont augmenté considérablement les embravures dans le cadre des productions agricoles, mais notamment dans le cadre de la riziculture. Aujourd'hui, cette dame qui a l'habitude avec son GIE de faire 5 à 8 hectares, aujourd'hui, grâce à ce tracteur acquis, avec le soutien du PPDC, a emblavé 15 hectares. Alors, j'imagine que l'année prochaine, ces emblavures vont augmenter aussi considérablement. Au nom des autres organisations aussi, c'est le même scénario. C'est des gens qui avaient l'habitude de travailler avec peut-être 5 à 10 hectares. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 10 à 15 hectares. On se félicite en tout cas de cet apport, de ce soutien. L'intervention du PPDC ne se limite pas à l'accompagnement des producteurs. Dans le cadre du volet accessibilité rurale, le programme a démarré des travaux de traitement des points critiques à travers Ageroute. Le PPDC a déjà traité le tronçon Salikeñe-Bolok-Bassaf. Sur place, les partenaires ont apprécié la qualité des travaux. Après cette visite de terrain, la délégation a tenu une réunion d'évaluation avec le comité régional de suivi des activités du projet à Sédhiou. Une rencontre qui a permis de revenir sur les réalisations, les difficultés et les défis à relever. Agriculture toujours suivi de la campagne à Kaffrine avec des chefs religieux, par ailleurs grands producteurs. Ils ont emblavé des centaines d'hectares pour toute spéculation confondue et c'est donc dans le Ndoukoumane que Penabo est allé à leur rencontre. Reportage. Pour cette présente campagne agricole, il faut encore compter avec les foyers religieux installés un peu partout dans le pays. Ces derniers ont décidé d'accompagner la vision agricole du président Macky Sall. Un tour dans les périmètres de Serigne Moussa Mbaké Nawel et nous Serigne Bassirou Mbaké dans le Ndoukoumane nous a permis de constater un domaine de 210 hectares composé entre autres de 70 hectares de maïs, 43 hectares de mil et 60 hectares d'arachide. Des superficies emblavées avec le concours du matériel agricole, sans compter des semences et engrais de qualité. Au nom du marabout, nous rendons grâce à Dieu et remercions le président de la République pour son appui constant à travers le ministère de l'Agriculture. Cet appui est constitué de tracteurs, de semoirs et de 2 offsets. Vraiment, nous le remercions. Nous avons senti une nette amélioration et nous lui demandons de soutenir le monde agricole pour un Sénégal émergent. Djamal aussi, toujours dans le département de Birkelane, n'est pas en reste dans cette course pour un Sénégal émergent qui va certainement passer par l'agriculture. Nous constatons les efforts du président Macky Sall dans le secteur de l'agriculture. Ce que j'ai emblavé cette année est nettement supérieur à ces 2 dernières années. Nous apprécions son soutien et nous le remercions énormément. Un autre chef religieux, il se nomme Cheikh Nigelsen. À côté de l'activité agricole, il s'est aussi investi dans l'arboriculture. Son objectif, régénérer et conserver les sols cultivables. Ces champs s'étendent sur 200 hectares. Le marabout a effectivement reçu de la part de l'État un appui considérable en semences d'abord, aussi de l'engrais, et effectivement lui a offert un tracteur que vous avez vu par derrière. Il dit qu'il remercie infiniment de tout son cœur le président de la République à travers son gouvernement et tous les partenaires qui sont pour le développement et qui activent pour le développement économique du pays. Vous savez que le président de la République a déjà initié le Sénégal émergent. Mais si vous voyez aujourd'hui un marabout qui développe des stratégies à partir de son propre dynamisme et de sa propre volonté, en collaboration avec ses talibés, vous savez déjà donc qu'il est déjà dans le Sénégal émergent. Et lui, il n'exploite pas uniquement les ressources, il associe les ressources forestières. C'est-à-dire, cette année, nous avons eu
à l'initier avec ses talibés ici, en lui créant une pépinière forestière au niveau de son Dara. Il a produit 5000 espèces forestières, à savoir il y a beaucoup de cadres. Le cadre, tous les techniciens savent que c'est une espèce qui régénère, qui fertilise davantage le sol. L'ensemble de ces périmètres sémés vont sans doute apporter une forte plus-value à la productivité pour les prochaines récoltes. Débat sur le pétrole. Il n'y a pas de menace dans la sortie du Premier ministre. Propos de Serigne Mboup. Selon le président du conseil d'administration de la SAR, le chef du gouvernement n'a fait que rappeler le respect des normes républicaines. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Je comprends et tout le monde comprend. D'abord, c'est un secteur. Vous savez, il y a le code général des impôts qu'on apprend à l'ENAM et qu'on pratique aussi des finances. Il y a le code des télécoms, il y a le code minier, mais il y a le code pétrolier. Et tout le monde n'est pas expert en tout. Donc, et comme c'est un sujet d'enjeu national, on peut comprendre qu'on en discute. Mais dès l'instant que vous insinuez des choses avec des convictions fortes, on vous donne toutes les informations, on publie les documents, vous les avez entre vos mains. Vous vous rendez compte que ce que vous disiez n'existe plus. Mais si vous continuez à dire des choses, soit vous avez des problèmes de personne, ou bien vous avez des problèmes de respect de vos institutions. On ne peut plus supputer, on ne peut plus insinuer, on ne peut plus accuser parce qu'on a toutes les informations. Ce qu'on dit doit être dedans. Tout ce qui n'est pas dedans n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas aussi continuer à faire cela. Et c'est rappeler cela. Mais rappeler cela aussi en tant que Premier ministre du Sénégal, mais qui est chargé de l'exécutif national et qui dit, il rappelle aux citoyens leurs droits. Et puis les acteurs du secteur de la pêche ont mené une réflexion à la direction de la pêche. Il s'agit pour eux de mettre en place un comité national de suivi de l'indice de la gouvernance des ressources maritimes et côtières et la cohérence des politiques de pêche. C'est un compte-rendu de Luis Bizarre. La Commission sous-régionale des pêches, organisation intergouvernementale, épluche des questions de politique de gestion des ressources marines et côtières. Cet atelier du Sénégal entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé le 13 mai 2016 entre le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et la Commission sous-régionale des pêches pour la réalisation du projet gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté. Le groupe de travail passe au peigne fin les 5 critères pour la mise en place d'un comité de l'indice national de gouvernance marine et côtière. Le bilan des années précédentes est peu élogieux. Depuis 2011, 2 plans stratégiques et financiers attestant de la cohérence des politiques de gestion ont été développés. Cependant, aussi bien cette cohérence dans les politiques que dans le suivi de la mise en œuvre n'est pas assurée. La commission sous-régionale se propose donc une fois de plus d'actualiser le diagnostic, les politiques de pêche à travers la mise en place d'un comité régional. Un comité qui pourra attirer l'attention et orienter au moins les décisions. L'objectif, c'est une gestion durable des ressources halieutiques, mais aussi c'est pour le bien-être des populations. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où l'exploitation abusive des ressources a été démontrée. Ces discussions ont enregistré divers partenaires régionaux et internationaux. Le PNUD, comme l'Union européenne, se réjouissent des résultats obtenus dans la lutte contre la pêche illicite au Sénégal. On a été informé d'une activité qui s'est passée il y a quelques semaines de lutte contre la pêche illégale au niveau régional. Et vraiment, on a été très heureux d'apprendre que c'était le projet Govamer qui avait financé cette activité. Le Comité national pour le suivi de l'indice de la gouvernance des ressources marines et côtières aura pour mission de déterminer les coûts de la malgouvernance du secteur de la pêche dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques. Le directeur des eaux et forêts a effectué une mission de suivi de la campagne de reboisement à Kaolack. Les activités ont duré 3 jours. La délégation a pu visiter la forêt de Saboya et celle de Sodangatam. L'évolution est jugée satisfaisante et les populations s'engagent à assurer le suivi, nous dit Claire Diop. Forum sur l'emploi des jeunes à Latmengue, une commune à quelques kilomètres de Kaolack. Ici, la rencontre vient à son heure. L'opportunité est donnée aux jeunes. Ils ont bénéficié d'une session de formation sur l'élaboration de projets, la recherche de financement, entre autres. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes et celle des éco-villages accompagnent. Les jeunes constituent
l'avant-garde de tout projet. Et on oublie souvent qu'en milieu rural, il n'y a pas de chômeur en milieu rural. Donc toute cette jeunesse a déjà une expérience dans la vie. Les jeunes de la commune sont sortis massivement prendre part aux échanges. Ils apprécient la démarche. Les opportunités sont énormes, d'autant plus qu'ici, c'est un village. Donc, qui parle de village va parler forcément de l'agriculture, va parler de l'élevage, va parler du commerce. Donc, on a pris cette initiative d'inviter tous les jeunes de la commune pour qu'ils viennent partager avec nous. Donc, être au cœur de l'information. La question de l'emploi des jeunes préoccupe au plus haut point. Le maire de Latmingué est plus que jamais engagé pour mieux accompagner cette cible. Travailler à la formation, au renforcement des capacités des jeunes, à solutionner la problématique de l'emploi que les jeunes ont dans la commune de Latmingué fait partie pour nous des façons de traduire sur le terrain les volontés du chef de l'État ou les politiques au niveau national déclinées à travers le plan Sénégal émergent. On a parlé donc de jeunesse. On a parlé de reboisement. Nous avons, à travers le ministère de l'Environnement, une politique qui fait la promotion de la durabilité. Agriculture durable, ville verte et durable. Autre volet pris en charge lors de ce forum, la question de l'environnement. Latmingué se veut une commune émergente et verte. On a amené ici 200 manguiers, 100 citronniers, 100 goyaviers, 1000 acacia mellifera, 500 eucalyptus, et nous comptons amener aussi d'autres plans vraiment pour que Latmingué soit véritablement ce qu'on appelle une ville durable, une ville entièrement verte. Ces participants vont élaborer des projets avec l'aide des encadreurs. Pour ceux agricoles, le maire, par ailleurs directeur national de l'horticulture, a renouvelé toute sa disponibilité à les accompagner et à les encadrer pour que ces jeunes puissent. Vous avez plutôt suivi une session de formation des jeunes de Latmingué autour de la problématique de l'emploi. Nous reviendrons sur la visite du directeur général des eaux et forêts dans la zone dans nos prochaines éditions. En attendant, parlons santé. Les scouts du Sénégal veulent apporter leur contribution à une meilleure santé des populations. Pour ce faire, une bonne formation aux techniques de communication en matière d'hygiène et de prévention est nécessaire. En partenariat avec le ministère de la Santé, une session de formation a été organisée à Popenguine. Plusieurs aspects liés à la santé communautaire ont été inscrits au programme. Les détails avec Oumar Diawa. Une semaine dans le sanctuaire marial de Popenguine, non pas pour un pèlerinage auquel ils sont habitués, mais pour une formation en partenariat avec le ministère de la Santé à travers le SNEIPS. Toujours prêts à servir, les scouts peuvent apporter une grande contribution à la santé des communautés. Ce partenariat entre le niveau central qui se trouve être le SNEIPS et le mouvement des scouts au niveau national peut être bénéfique pour la population. Et ce qui vous intéresse de plus, je pense, c'est le groupe des acteurs communautaires de prévention et de promotion de la santé, où vous allez retrouver des gens qui font de la sensibilisation pour la communauté. Cette formation de formateurs a été rigoureusement conduite par les encadreurs. Et parmi les modules au programme, la communication en rapport avec les questions de santé. Que nos jeunes, à qui nous demandons d'être des citoyens modèles, de recevoir cette information et d'être des acteurs de changement dans leur quartier, dans leurs écoles, dans les structures en tout cas où ils évoluent. Au niveau national aussi, nous allons essayer à travers nos projets et programmes de vulgariser ces informations-là. Le scoutisme est un puissant moyen d'éducation des jeunes aux valeurs civiques et à la problématique du développement durable, ce qui en fait un levier pour le ministère de la Jeunesse. Les scouts du Sénégal font partie des partenaires privilégiés dans le cadre de politiques publiques de jeunesse, d'emploi et de constitution citoyenne que nous développons. Les scouts ont toujours été à nos côtés chaque fois que nous les appelons. Donc ils ont toujours bénéficié des soutiens du département ministériel. Chaque fois que nous les appelons dans des programmes publics où il n'y a rien en retour, ils sont toujours présents. La remise des attestations s'est faite dans une bonne ambiance fraternelle scout.
Le mouvement rassemble au Sénégal des milliers de jeunes qui ont tous à cœur de faire une bonne action quotidienne, la fameuse BA. Celle-ci sera d'autant plus facile qu'ils auront été bien formés à la vie. Fini le pèlerinage 2016, l'heure est à l'accueil des pèlerins. Pour cette occasion, certaines familles font le choix de faire appel à des spécialistes de l'organisation du Nganalé. Nadine Tajidine est allée à la rencontre de ces spécialistes de l'événementiel dans Genre Nouveau. Reportage. Une entrée fleurie, agrémentée de banderoles qui annoncent l'arrivée d'un pèlerin, une table illuminée de bougies, à son centre trône une Kaaba. Des chocolats, des chapelets et des Corans sont prêts à accueillir les invités. Cette famille a fait le choix de faire appel à des spécialistes de l'organisation du Ganalé. Nous, on a commencé en 2011 et en fait, petit à petit, on essaye de s'adapter aux périodes de l'année, à toutes les fêtes de l'année, on va dire, tout ce qui est événementiel. Et donc, comme le Hajj, c'est un pèlerinage vraiment qui signifie vraiment la religion et tout. Donc on a pas mal d'articles qui pourraient satisfaire nos clients. Que ce soit avec des sucreries, des décorations florales ou des cadeaux, l'organisation du Ganalé est devenue avec les années un vrai business. Au tout début, à mon arrivée, c'était la famille. C'est les membres de la famille, quand ils arrivaient de la Mecque, ils me demandaient de décorer. Ensuite, c'est plus cette année que ça a commencé à marcher pour moi. J'ai eu des demandes par rapport à des étrangers. Ces organisateurs ne manquent donc pas d'idées et savent se plier aux demandes de leurs clients. Certains ont d'ailleurs des goûts un peu moins traditionnels. Il y a 3 ans, c'était traditionnel. Aujourd'hui, les jeunes demandent plus de choses modernes. J'ai eu une décoration à faire il n'y a pas longtemps, enfin pour ce Hajj-là, 2016. J'ai dû faire ajouter des fleurs, ce que je ne faisais pas auparavant, pour moderniser, pour rendre un peu plus moderne. Pour le prix, il faut compter en fonction des exigences de la clientèle. La plupart des Sénégalais font encore le choix d'une organisation familiale. Pour les autres, le Ganalé est une occasion unique d'accueillir leurs proches dans un cadre qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Voilà pour le reportage du jour signé Nadine Tajidine. Au rendez-vous de carnet vacances, nous avons aussi la recette de cuisine locale. Aujourd'hui, Fanta Badji revisite l'un des célèbres menus de la gastronomie sérère, le ngourban, un plat composé essentiellement d'ingrédients locaux à déguster tout de suite. Près de 200 km séparent Joséphine Ndella de son Sine natal, mais elle n'a pas pour autant perdu ses habitudes alimentaires dans une ville où le thiéboudion constitue le plat fétiche des familles. Ndella et les siens, eux, préfèrent de loin leur traditionnel togne arer, plus connu sous le nom de ngourban. Pas de l'huile, pas de viande, on met ça naturellement, le niébé, le bissap, le mil, l'arachide, et ensuite on cuisine ça. À Dakar, les gens préparent ça avec de la viande, de l'huile. Ça, c'est pas du ngourban. À Dakar, on cuisine ça pour les khawaré et d'autres parts, mais on ne cuisine pas du ngourban pur et dur. Ngourban, lakhou bissap, lakhou tiakhan, ces appellations sont multiples et c'est selon les ingrédients dominants. Comme lakhou bissap ni. Il y a différents plats de ngourban. Parfois, on peut le préparer sans arachide. C'est le lakhou bissap. C'est pourquoi nous plantons souvent l'oseille derrière nos maisons. Quand tu pars au village, 2 jours après, ou bien quand tu pars même, les mamans, on va te mettre ça. On te donne du ngourban, ou bien le soir, on te donne du couscous, ou bien le nyeleng, ou bien le mbahal. Vraiment, on mange naturel et sain, on ne mange pas beaucoup d'huile, on ne mange pas les autres produits. Préparé avec des produits locaux, le ngourban et bien d'autres plats sérères ont pratiquement la même base. Le mil, les haricots et les arachides qui ne manquent jamais en milieu sérère. Aussi, on cultive l'arachide. Nous-mêmes, on cultive le mil, l'arachide, le niébé. Mais le ketchup se trouve à Joal. C'est au village, nos mamans et nos parents, quand ils cultivent jusqu'au mois de décembre, janvier, ils préparent ça, ils mettent ça dans les sacs. L'arachide, ils le mettent dans les sacs. Le niébé, même aussi. Le mil, il y a quelque part qu'on met ça aussi. On entretient ça pour toute l'année. Quand tu veux préparer du ngourban, tu viens, tu prends ce que tu veux, la quantité que tu veux,
tu prépares ça et tu donnes à les enfants. Même quand tu n'as pas de travail au village, tu peux nourrir ta famille avec ce qu'on a cultivé jusqu'à la fin de l'année. Au mois de juin, on prépare aussi à cultiver les autres. Que ce soit au village ou en campagne, le Ngourban a cette particularité d'attirer du monde. Ses adeptes savent bien le déguster. Ils le mangent avec la main et n'oublient jamais le jus de citron qui, selon eux, stimule l'appétit. Ceux qui le connaissent bien lui prêtent même des vertus thérapeutiques. D'habitude, nos mamans le préparaient pendant l'hivernage, surtout que la période est propice à certaines maladies. Ça donne force et vitalité. Et c'est grâce aux ingrédients comme le haricot, le mil, le kétiar et autres, c'est très riche en vitamines. Vous voyez comme je transpire, c'est l'effet du Ngourban. C'est ce que mangeaient régulièrement nos grands-parents. C'est pourquoi ils ne connaissaient pas l'hôpital. C'est une nourriture saine. J'ai un match à livrer aujourd'hui. Et là, je suis en pleine forme. Le plat fait partie de ces recettes de grand-mère, souvent recommandées pour les enfants malnutris et les adultes convalescents. Ngourban apprécié aussi par les non-sérères. Et l'une des tendances en ces vacances, c'est la fréquentation des salles de jeu. Des salles modernes se développent d'ailleurs de plus en plus à Dakar. On les appelle cybergames, car étant configurées comme des cybercafés classiques, ces salles offrent une large palette de jeux à des prix abordables. De quoi attirer de nombreux jeunes. C'est un reportage de Eliman Daoua. Que ceux qui se croiraient dans un cybercafé se détrompent. Des ordinateurs, des manettes, des posters de jeux vidéo, des enfants, ça ne peut renvoyer qu'à un seul endroit, un cybergame. On achète du temps comme dans un cybercafé, mais pas pour surfer sur le net. Chacun a son jeu préféré. Le NBA. NBA? Oui. Pourquoi tu n'as pas choisi le football? Ça ne me plaît pas. Combien tu as payé pour jouer? 200 francs. 200 francs. C'est pas cher? Non. J'aime jouer GTA. Tu préfères GTA ou d'autres jeux? Je préfère GTA. Ce cybergame est très fréquenté pendant ses vacances. Le cybergame est très fréquenté pendant les vacances. On a tous les jeux, des jeux d'aventure, de football, FIFA et PES. Si ces jeunes garçons sont venus ici pour se faire plaisir avec ces jeux vidéo, c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas une console chez eux. Elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Par exemple, la PlayStation 4, les prix varient ça dépend du disque dur et de la date de sortie. Nous, on les vend à partir de 200 000 jusqu'à 280 000. Ça marche très bien. Et en plus, c'est des parents qui viennent avec les élèves, les vacanciers. À côté des cybergames, des espaces de jeux encore plus modernes se font voir à Dakar. Celui-ci a ouvert ses portes ce samedi avec des flippers et d'autres machines de simulation de jeux sportifs. Il y a basket, il y a jeux moto, voitures, des trucs comme ça. C'est destiné aux enfants. Une large palette s'offre aux enfants avec les jeux vidéo, soit faire débourser une belle somme à leurs parents pour des consoles de jeux, soit dépenser peu et profiter des cybergames, soit en sortir davantage pour de meilleures sensations dans des espaces plus huppés. Chaque choix a son prix. Voilà pour Tendance Vacances de ce week-end. L'histoire des États-Unis s'écrit au quotidien et une nouvelle page vient de s'ajouter au grand livre. Il s'agit de l'inauguration du musée national afro-américain de Washington. Cette vieille revendication s'est concrétisée avant le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche. Le premier président noir des États-Unis n'a pas manqué de rappeler que les Noirs font partie intégrante de l'histoire des États-Unis. Un musée pour témoigner de l'Odyssée noire américaine. C'est une chronique signée Oumar Diawa. C'est en pleine crise raciale que le premier président noir des États-Unis, né sous la ségrégation, est venu inaugurer le musée afro-américain de Washington. La fin d'un long chemin car le projet ne date pas d'aujourd'hui. Voilà plus d'un siècle que l'idée avait été émise par des survivants de la guerre civile, la guerre de sécession.
Un musée afro-américain, pourquoi faire? Pour témoigner de l'histoire souvent tragique et parfois glorieuse d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à un continent par le fouet, les fers et le feu, des êtres humains dont les larmes et les cris se sont mêlés au chaos des flots atlantiques. Les survivants, on le suppose, moins nombreux que ceux qui ont péri dans les obscurs fonds marins, ont perpétué l'héritage nègre aux USA. Ce pays est aussi le leur. Leur histoire ne peut pas être gommée du récit national américain. Ainsi s'est exprimé Barack Obama, assumant son identité et ses origines africaines, même si lui ne descend pas de l'esclavage. Mais le musée va au-delà de cette première période esclavagiste sombre. Il fige dans l'espace d'exposition le temps de la ségrégation auquel les droits civiques acquis seulement au milieu des années 60 ont mis un terme. Et puis il y a cette partie plus légère, moins douloureuse, consacrée au sport et à la culture. Dans ces domaines, nul ne peut contester non pas la suprématie des Blacks, mais à tout le moins leur mérite. Beaucoup de victoires ont été acquises, mais de nombreux combats restent à mener et à gagner dans un pays du tout possible, mais où se faire une place au soleil pour la communauté afro reste un défi permanent. L'histoire y est pour beaucoup. Le musée témoigne de cette histoire-là. Il peut ainsi participer d'une thérapie cathartique des traumatismes enfouis et apaiser les cœurs et les rancœurs. Voilà pour la chronique du jour. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit aux États-Unis et en Bosnie, mais commençons par le Nigeria où le chef du groupe djihadiste Boko Haram est sorti pour une nouvelle fois. Un mois après l'annonce de sa mort lors d'un raid aérien de l'armée nigériane, le chef du groupe djihadiste Boko Haram réapparaît dans une nouvelle vidéo. Aboubakar Shekau dit être en parfaite forme et en sécurité. Cette nouvelle preuve de vie intervient après la 4e annonce de sa mort par l'armée nigériane. Face à la forte pression de la rue, la police de Charlotte a finalement cédé. Elle a diffusé la vidéo de l'incident qui a causé la mort du jeune afro-américain Keith Lemon Scott sur les images. Le jeune est tenu en respect par un groupe de policiers. Sur un autre angle, Keith Scott est couché par terre, déjà mort. Des images illustratives mais qui ne déterminent pas si le jeune afro-américain avait une arme à la main ou pas. Les Serbes de Bosnie seront aux urnes ce dimanche pour un référendum très controversé sur leur fête nationale. Malgré la stupéfaction de la communauté internationale, ils veulent faire de la date du 9 janvier l'anniversaire de la naissance de la République du peuple serbe. Retour chez nous pour reparler de la visite du directeur général des eaux et forêts à Kaolack. Donc pour le reboisement, les activités ont duré 3 jours. La délégation a visité la forêt de Saboya et celle de Sodangatam. L'évolution est jugée satisfaisante et les populations s'engagent à assurer le suivi, nous dit Claire Diop. Mission de suivi de la campagne de reboisement au cœur du Saloum. Première étape de la visite, la forêt classée de Saboya dans la commune de Wakunguna, département de Nioro. Ici, Dame Nature se porte bien, pas de destruction ni de dégradation sur plus de 2000 hectares, un immense réservoir de biodiversité. Quand vous parcourez la forêt, vous trouvez toutes les espèces vraiment dans cette forêt-là. Et cela, c'est sur la base d'un plan d'aménagement qui a été vraiment élaboré. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de réviser ce plan d'aménagement pour mieux l'adapter au contexte actuel. Autre endroit visité, la forêt de Sandagatam dans la commune de Gatchinaoudé, département de Guinguinéo. Ici, 4 hectares avaient été reboisés lors de la campagne précédente. Aujourd'hui, de retour sur les lieux, l'autorité s'est dit satisfaite de la situation trouvée sur place. On a eu un excellent taux de survie des plants qui ont été reboisés ici l'année dernière à pareille époque. Cette année, nous avons repris encore un reboisement de 4 hectares au niveau de cette même forêt afin de récupérer des terres salées aux fins d'usage agricole et même pastoral. Les forêts ont un rôle fondamental à jouer dans divers domaines. Les protéger plus qu'un devoir. Dans ces localités, les populations l'ont bien compris. Elles sont au devant de la gestion de ces ressources naturelles. Cela fait longtemps que l'on travaille ici dans cette forêt classée. C'était depuis nos parents.
Le projet 2 est venu pour mieux nous organiser. Des comités ont été mis en place et toute la population est engagée. Planter un arbre est capital. Cela amène l'émergence. Cette forêt est la nôtre. C'est sûr qu'on fera tout pour sa protection. Les populations ont vraiment l'engagement de protéger cette forêt. Ceci a conduit les chefs de village, les 10 chefs de village qui sont présents aussi vraiment, d'appuyer les communautés et de les sensibiliser. Dernière étape de la mission, la pépinière de Koutal, acquise depuis les années 50 par le service des eaux et forêts. Elle s'étend sur 9 hectares. Ici, d'ambitieux projets y sont prévus. Après la mise en place de l'université du Sine Saloum, nous pensons que ce serait un bon outil d'application pédagogique pour les étudiants. Donc nous lançons un appel à la recherche au monde universitaire pour nous accompagner effectivement. Le colonel Beidiba a tenu à donner l'exemple. Il a planté des arbres partout. Les populations se sont engagées pour le suivi. Sport, Coupe du Sénégal de volleyball, la première édition dotée du trophée du chef de l'État a été remportée chez les messieurs par l'ASFA par 3-1 face à la police. Chez les dames, c'est la Sokosim qui a enlevé haut la main chez le 3C gagnant devant Diato contre un du Pape Madiopa. Ce fut une finale entre Fusquoises, une grande première pour les volleyeuses de Diato. La Sokosim, elle, habituée de ces rendez-vous, a dès le début du match pris les choses à son compte. Au premier set, la Sokosim domine les débats de la première à la dernière minute, avec un set marqué de 25-21. Au deuxième set, les filles du coach Bodian tenteront de revenir, mais ne peuvent résister longtemps face à la machine Sokosim allumée ici par Mbayang Seck. Au troisième et dernier set, les filles de la Sokosim vont signer le troisième set gagnant. La Sokosim a fait parler son expérience face à une équipe de Diato très jeune. C'est le premier final. Elle ne s'attendait pas certainement à perdre. Oui, mais bon, je pense que tout ça c'est sous l'effet du stress. Inch'Allah, ils vont se calmer. Je pense que l'équipe a été plus forte, l'équipe de la Sokosim a été beaucoup plus présente. Et bon, voilà. Le fait de rentrer dans l'histoire, parce que c'est le seul titre qui restait à la Sokosim, parce que tout simplement c'est la première édition de la Coupe du Sénégal. Chez les hommes, cette coupe dotée du trophée du chef de l'État a été une affiche entre frères d'armes. L'ASFA en blanc a dominé 2 fois la police lors du premier et deuxième set. Au troisième set, les policiers vont se rebiffer, envoyant les 2 équipes aller au 4e set. Pourtant bien partis, les policiers seront rattrapés et dominés aux ultimes secondes. À l'arrivée, 3-7 contre 1 pour l'association sportive des forces armées. C'était une belle finale avec un niveau acceptable et nous continuerons à accompagner la fédération de volleyball parce que le volleyball, nous tous nous savons que c'est une discipline olympique. Il faudra en tout cas accompagner cette fédération. Côté distinction, les titres de meilleurs joueurs ont été remportés par Mbayang Seck de la Sokosim chez les dames et chez les messieurs, c'est Ousmane Diatta de l'ASFA qui a été distingué. Le trophée du chef de l'État, marquant ainsi la première édition de la Coupe du Sénégal, a été brandi par le capitaine de l'association sportive des forces armées. Et puis dans la rubrique découverte ce dimanche, on s'intéresse à l'histoire des abattoirs de Dakar. Les plus célèbres restent les abattoirs municipaux de la Corniche Ouest et pourtant ils sont loin d'être les premiers. La première boucherie date de l'époque coloniale. Elle se trouvait sur la Corniche Est. C'est la rubrique découverte signée Kumba Diakhatemar. Cette partie de la Corniche Est est connue pour sa quiétude due à sa proximité avec le palais de la République, connue également pour ses hôtels de luxe. Mais beaucoup de Dakarois ignoraient que c'est ici qu'était implantée la première boucherie de la presqu'île du Cap-Vert à l'époque coloniale, un abattoir appelé autrefois Bouchera. Bon, Bouchera, c'est une déformation de boucherie. À l'époque coloniale, on y tuait le bétail avec l'eau de mer.
ont dégagé le reste. Et ensuite, les produits sont orientés vers le marché Kermel, qui est à quelques mètres d'ici, et le marché Sandaga. Donc, à chaque fin de soirée, si le produit n'est pas vendu, le marché Kermel dépose ses produits au grand frigo de la rue Bélanger-Ferraud. Le marché Sandaga dépose ses produits à la rue Sandiniéry. L'entrepôt frigorifique de la rue Sandiniéry, le voilà. Il fonctionne toujours, sauf que la viande a cédé la place aux fruits. Les années passent, la population augmente. La boucherie de la Corniche Est devient trop petite. Du coup, les abattoirs municipaux ont été construits dans les années 50 à la Corniche Ouest, sur cet emplacement situé entre la porte du Millénaire et le cimetière des abattoirs. Les abattoirs municipaux ont rejoint le cimetière, collé au bâtiment, et pour mieux être identifiés, on dit cimetière abattoir. Comme nous dégoûtons tubaab, on dit cimetière bétoir. Donc c'est avec Diouf et Lamine Gueye qui ont eu à construire ces abattoirs, qui ont duré pendant très très longtemps, qui servaient d'abattage, de point de vente. L'actuel emplacement du mausolée de Hadj Seydou Nourou, l'ancienne maison des jeunes et de la culture, qui avait à ses côtés l'espace qu'on appelle le caravansérail, avec beaucoup de brebis, beaucoup de vaches, beaucoup de chèvres, parce que les Maures, les Mauritaniens, noirs comme blancs, habitaient la zone. Parmi ces Mauritaniens, il y avait un certain Cheikh Madické. C'est lui qui a démarré la vente de viande à la célèbre rue 3 Angle 6, un marché qui porte d'ailleurs son nom. Quand l'installation a été faite ici sur la Corniche, ces Maures, commerçants, qui travaillaient à Sandaga, qui travaillaient au marché Tilène, ont préféré, avec l'assistance de nos papas, notre grand-père Madické, qui avait commencé à vendre de la viande ici. Les gens sont venus progressivement s'installer. L'actuelle rue 6 qui est là s'appelait à l'époque la route de bœuf. Parce que quand les troupeaux venaient de l'extérieur, ils en prenaient le boulevard de la Gueule Tapée jusqu'à la hauteur de la rue 6, ils en prenaient le chemin jusqu'à l'avenue Malixi pour aller aux abattoirs. Et finalement, la route de Boum est devenue maintenant le boulevard Samba Gueye, ancien maire de Dakar. Les abattoirs municipaux ont existé pendant plus de 30 ans avant d'être remplacés dans les années 60 par la Seras, située dans la zone de Yarar sur la route de Rufisque. La Seras qui sera remplacée par la Sogas, Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Voilà la rubrique découverte qui revient dimanche prochain. Ainsi sera ferme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous et très bonne soirée sur la RTS 1. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le PPDC a permis à de nombreux producteurs de la Casamance de bénéficier d'appui en matériel agricole moderne. Le constat est fait par la délégation conjointe Banque mondiale État du Sénégal. C'est dans le cadre d'une mission de revue à mi-parcours des réalisations de ce programme phare de l'État en faveur de la Casamance. Des jeux, rien que des jeux. Vous êtes dans l'univers des cybergames. Ce genre de salle se développe de plus en plus à Dakar et attire de nombreux jeunes en ces vacances. Et pour ce qui est de la recette traditionnelle, nous revisitons aujourd'hui le ngourban, l'un des riches menus de la gastronomie sérère, à déguster avec grand appétit en cette période d'hivernage. L'histoire des abattoirs de Dakar revisitée dans la rubrique découverte. Même si les plus célèbres restent les abattoirs municipaux de la Corniche Ouest, les plus anciens sont ceux de la Corniche Est, une boucherie qui date de l'époque coloniale. Kumba Diakhaté Mar nous retrace toute leur histoire.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Sénégal, lauréat du prix Confucius UNESCO 2016. Cette distinction est remise cette année aux pays qui se sont illustrés dans l'utilisation des TIC pour la promotion de l'alphabétisation. Le ministre de l'Éducation, à la tête d'une forte délégation, a représenté le Sénégal à la cérémonie de remise du prix au siège de l'UNESCO à Paris. La synthèse avec Maman Sambatian. Salve d'acclamation pour le Sénégal. Par ce prix constitué d'une médaille, d'un diplôme et d'un chèque de $200 000, l'UNESCO couronne ainsi l'important projet national d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes. Un projet innovant avec l'option d'utiliser des téléphones mobiles, des ordinateurs et des programmes de télévision pour diffuser des cours d'alphabétisation. La distinction que je reçois aujourd'hui au nom du Sénégal est le fruit d'un long processus de lutte contre l'ignorance et pour l'autonomisation des populations. C'est aussi la résultante d'une longue et riche tradition en alphabétisation avec la mise en œuvre par l'État et par ses partenaires de plusieurs initiatives porteurs et de pratiques innovantes. Le succès reconnu par la communauté internationale à travers ce prix prouve à suffisance la crédibilité de notre système éducatif en général et des options du paquet en particulier. Je considère que si ce prix vient reconnaître et encourager les résultats déjà tangibles de cette ambition et de cette vision du président Macky Sall dans le secteur de l'éducation, il me faut aussi saluer votre accompagnement, votre soutien. Je veux parler de l'accompagnement et du soutien de l'UNESCO qui ont permis au Sénégal de réaliser des avancées significatives en matière d'alphabétisation. Le prix international Confucius d'alphabétisation 2016 de l'UNESCO constitue une motivation supplémentaire à poursuivre et à renforcer la dynamique pour que l'alphabétisation puisse jouer son véritable rôle dans le développement de notre société, conformément aux objectifs de développement durable et à ceux du plan Sénégal émergent. Félicitations également à la RTS et à la DRTS qui ont contribué à ce sacre du Sénégal au niveau de l'UNESCO en produisant et diffusant des leçons en alphabétisation dans l'émission Djek à Kerem. Le Sénégal a présenté son rapport au Parlement de la CEDEAO. La délégation sénégalaise est composée de 6 députés qui représentent le Sénégal au niveau de ce Parlement. Ils ont été interpellés sur plusieurs questions, notamment la politique et l'économie. Envoyés spéciaux à Abuja, Pape Belem, Sedina Alunfal. Le rapport du Sénégal était très attendu ici au Parlement de la CEDEAO. Le document s'articule essentiellement autour de 8 axes: état de mise en œuvre des textes communautaires, situation politique, sécuritaire, état de mise en œuvre des EMD, environnement et changement climatique, entre autres. C'est l'honorable député Mamadou Lamine Thiam qui a présenté le rapport du Sénégal au Parlement. Si vous avez suivi le rapport du Sénégal, nous nous sommes appesantis surtout sur les évolutions politiques qu'il y a eu au Sénégal et aussi faire une petite introduction sur l'amorce des développements sur les ODD. Le référendum et le dialogue politique ont été des rendez-vous importants pour le Sénégal. La délégation sénégalaise l'a souligné. Lors des débats qui ont suivi les présentations, les parlementaires ont souhaité avoir plus d'informations de la part de leurs homologues sénégalais sur le Haut Conseil des collectivités territoriales afin de bénéficier de cette expérience. Parce qu'ici, les pays doivent avoir tout le monde les mêmes expériences. C'est à chaque fois donc qu'on vienne avec une idée nouvelle. Tous les pays s'intéressent à voir qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal sur ce sujet, comment cela s'est fait. C'est pourquoi donc vous avez suivi, nous avons expliqué la structuration du Haut Conseil, comment il est, qui sont éligibles et qui sont nommés. Également, parmi les questions posées à la délégation sénégalaise figure l'instauration des cartes d'identité biométriques. Le Sénégal n'est pas en retard. Depuis le 4 mars, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté la loi autorisant le Sénégal à entrer dans cette nouvelle ère. Et nous avons dit que les dispositions sont prises au Sénégal pour qu'à partir de 2017, qu'il y ait une généralisation. Vous avez vu même par rapport que le président de la République a pris un décret pour augmenter le temps de validité des cartes d'identité au Sénégal. Parce qu'on va aller vers cette nouvelle ère. Et au Sénégal, personne n'est plus dupe. On sait que les cartes d'identité nouvelles vont entrer en vigueur.
Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger et Guinée-Bissau sont les 4 pays qui ont présenté leur rapport au Parlement ce samedi. Élu il y a 7 mois, le nouveau président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a dégagé ses grandes orientations. Le budget de l'institution va aussi connaître une hausse. Le président du Parlement de la CEDEAO est au micro de notre envoyé spécial Seydina Alioune Fall. Nous allons essayer de mesurer à sa juste valeur ce qu'on nous a donné comme prérogative et nous essayons de nous organiser pour mériter cette confiance des chefs d'État. C'est-à-dire faire exactement à côté de la Commission ce qu'on nous demande de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je pense que nous sommes en train de le réussir. Si nous continuons pendant les 4 ans à faire cela comme on a démarré, je pense que ça sera très bien. Parce que notre budget de 2017 va connaître certainement une hausse exponentielle de 60%. Donc de 11 milliards, nous allons porter le budget à 16 milliards ou 15 milliards et quelques pour pouvoir prendre en compte toutes les préoccupations des populations dans la mission que la CEDEAO nous a donnée. Donc je pense qu'il faut aller essayer de s'organiser avec tout le monde, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des experts de haut niveau, des cadres de haut niveau dans le Parlement. Ils sont 115 plus le personnel. Chacun dans son domaine doit faire ce qu'il a à faire parce que ce n'est pas Moustapha Cissé Lo qui va imprimer une nouvelle démarche. Non, je suis là pour gérer l'ordonnancement organisationnel du Parlement et je pense pouvoir le faire en toute indépendance et ça, je m'inscris dans cette logique. Et je lance un appel à tout le monde, surtout mes frères du Sénégal, députés et la presse sénégalaise, surtout parce que c'est le Sénégal qui dirige ce Parlement. Nous devons ensemble travailler et essayer de réussir la mission pour le Sénégal. Parce que si nous échouons, c'est le Sénégal qui échoue. C'est ça. Donc il faut le comprendre et essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que ce n'est pas le mandat de Moustapha Cissé Lo, c'est un mandat de Moustapha Cissé Lo qui m'a été décerné par mes pairs du Sénégal. Une délégation conjointe Banque mondiale État du Sénégal a effectué une mission de revue à mi-parcours du PPDC après Ziguinchor, Sédhiou et la deuxième étape. Sur place, les experts de la Banque mondiale ont constaté de visu les réalisations du projet qui a appuyé les producteurs en semences et matériel agricole. Les précisions de Salou Sek. Oudoukar, l'une des étapes les plus importantes de la mission de revue à mi-parcours du projet pour le développement de la Casamance. Ici, la délégation conjointe Banque mondiale État du Sénégal a visité les parcelles de riz du GIE Alimedouane qui a reçu un appui du PPDC. Le PPDC nous a appuyé en semences, en équipement, le tracteur, surtout le tracteur. Parce que sans on a les semences, si on n'a pas de tracteur, on n'a pas où labourer, on ne peut pas faire tout ce qu'on a réalisé. Alors je peux dire aujourd'hui, si vous voyez tout ça d'ici jusqu'à l'eau, avec le zoom, c'est à cause du PPDC qu'on est arrivé à faire tout ça. Grâce à cet accompagnement du PPDC, les femmes ont presque triplé leur exploitation. Et cette mission de revue à mi-parcours a permis aux partenaires de constater de visu les impacts positifs de l'intervention du projet en Casamance. Ici, les producteurs ont augmenté leurs emblavures. Le PPDC a mis à la disposition des organisations de producteurs du riz au niveau de la région 5 tracteurs. Lesquels tracteurs, cette année, ont augmenté considérablement les embravures dans le cadre des productions agricoles, mais notamment dans le cadre de la riziculture. Aujourd'hui, cette dame qui a l'habitude avec son GIE de faire 5 à 8 hectares, aujourd'hui, grâce à ce tracteur acquis avec le soutien du PPDC, a emblavé 15 hectares. Alors, j'imagine que l'année prochaine, ces embravures vont augmenter aussi considérablement. Au nom des autres organisations aussi, c'est le même scénario. C'est des gens qui avaient l'habitude de travailler avec peut-être 5 à 10 hectares. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 10 à 15 hectares. On se félicite en tout cas de cet apport, de ce soutien. L'intervention du PPDC ne se limite pas à l'accompagnement des producteurs. Dans le cadre du volet accessibilité rurale, le programme a démarré des travaux de traitement des points critiques à travers Ageroute. Le PPDC a déjà traité le tronçon Sali-Kenyé-Bolok-Bassaf. Sur place, les partenaires ont apprécié la qualité des travaux.
Après cette visite de terrain, la délégation a tenu une réunion d'évaluation avec le comité régional de suivi des activités du projet à Sédhiou. Une rencontre qui a permis de revenir sur les réalisations, les difficultés et les défis à relever. Agriculture toujours suivi de la campagne à Kaffrine avec des chefs religieux, par ailleurs grands producteurs. Ils ont emblavé des centaines d'hectares pour toute spéculation confondue et c'est donc dans le Ndoukoumane que Penabo est allé à leur rencontre. Reportage. Pour cette présente campagne agricole, il faut encore compter avec les foyers religieux installés un peu partout dans le pays. Ces derniers ont décidé d'accompagner la vision agricole du président Macky Sall. Un tour dans les périmètres de Serigne Moussa Mbaké Nawel et nous Serigne Bassirou Mbaké dans le Ndoukoumane nous a permis de constater un domaine de 210 hectares composé entre autres de 70 hectares de maïs, 43 hectares de mil et 60 hectares d'arachides. Des superficies emblavées avec le concours du matériel agricole, sans compter des semences et engrais de qualité. Au nom du marabout, nous rendons grâce à Dieu et remercions le président de la République pour son appui constant à travers le ministère de l'Agriculture. Cet appui est constitué de tracteurs, de semoirs et de 2 offsets. Vraiment, nous le remercions. Nous avons senti une nette amélioration et nous lui demandons de soutenir le monde agricole pour un Sénégal émergent. Yamal aussi, toujours dans le département de Birkelane, n'est pas en reste dans cette course pour un Sénégal émergent qui va certainement passer par l'agriculture. Nous constatons les efforts du président Macky Sall dans le secteur de l'agriculture. Ce que j'ai emblavé cette année est nettement supérieur à ces 2 dernières années. Nous apprécions son soutien et nous le remercions énormément. Un autre chef religieux, il se nomme Cheikh Nigelsen. À côté de l'activité agricole, il s'est aussi investi dans l'arboriculture. Son objectif, régénérer et conserver les sols cultivables. Ces champs s'étendent sur 200 hectares. Le marabout a effectivement reçu de la part de l'État un appui considérable en semences, d'abord, aussi de l'engrais. Et effectivement, lui a offert un tracteur que vous avez vu par derrière. Il dit qu'il remercie infiniment, de tout son cœur, le président de la République, à travers son gouvernement, et tous les partenaires qui sont pour le développement et qui activent pour le développement économique du pays. Vous savez que le président de la République a déjà initié le Sénégal émergent. Mais si vous voyez aujourd'hui un marabout qui développe des stratégies à partir de son propre dynamisme et de sa propre volonté, en collaboration avec ses talibés, vous savez déjà donc qu'il est déjà dans le Sénégal émergent. Et lui, il n'exploite pas uniquement les ressources, également il associe les ressources forestières. C'est-à-dire, cette année, nous avons eu à l'initier avec ses talibés ici, en lui créant une pépinière forestière au niveau de son Dara. Il a produit 5000 espèces forestières, à savoir il y a beaucoup de cadres. Le cadre, tous les techniciens savent que c'est une espèce qui régénère, qui fertilise davantage le sol. L'ensemble de ces périmètres sémés vont sans doute apporter une forte plus-value à la productivité pour les prochaines récoltes. Débat sur le pétrole. Il n'y a pas de menace dans la sortie du Premier ministre. Propos de Serigne Mboup. Selon le président du conseil d'administration de la SAR, le chef du gouvernement n'a fait que rappeler le respect des normes républicaines. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Je comprends et tout le monde comprend. D'abord, c'est un secteur. Vous savez, il y a le code général des impôts qu'on apprend à l'ENAM et qu'on pratique aussi des finances. Il y a le code des télécoms, il y a le code minier, mais il y a le code pétrolier. Et tout le monde n'est pas expert en tout. Donc, et comme c'est un sujet d'enjeu national, on peut comprendre qu'on en discute. Mais dès l'instant que vous insinuez des choses avec des convictions fortes, on vous donne toutes les informations, on publie les documents, vous les avez entre vos mains. Vous vous rendez compte que ce que vous disiez n'existe plus. Mais si vous continuez à dire des choses, soit vous avez des problèmes de personne, ou bien vous avez des problèmes de respect de vos institutions. On ne peut plus supputer, on ne peut plus insinuer, on ne peut plus accuser.
parce qu'on a toutes les informations. Ce qu'on dit doit être dedans. Tout ce qui n'est pas dedans n'existe pas, parce qu'on ne peut pas aussi continuer à faire cela. Et c'est rappeler cela, mais rappeler cela aussi en tant que Premier ministre du Sénégal, mais qui est chargé de l'exécutif national et qui dit, il rappelle aux citoyens leurs droits. Et puis les acteurs du secteur de la pêche ont mené une réflexion à la direction de la pêche. Il s'agit pour eux de mettre en place un comité national de suivi de l'indice de la gouvernance des ressources maritimes et côtières et la cohérence des politiques de pêche. C'est un compte-rendu de Luis Bizarre. La Commission sous-régionale des pêches, organisation intergouvernementale, épluche des questions de politique de gestion des ressources marines et côtières. Cet atelier du Sénégal entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé le 13 mai 2016 entre le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et la Commission sous-régionale des pêches pour la réalisation du projet gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté. Le groupe de travail passe au peigne fin les 5 critères pour la mise en place d'un comité de l'indice national de gouvernance marine et côtière. Le bilan des années précédentes est peu élogieux. Depuis 2011, 2 plans stratégiques et financiers attestant de la cohérence des politiques de gestion ont été développés. Cependant, aussi bien cette cohérence dans les politiques que dans le suivi de la mise en œuvre n'est pas assurée. La commission sous-régionale se propose donc une fois de plus d'actualiser le diagnostic des politiques de pêche à travers la mise en place d'un comité régional. Un comité qui pourra attirer l'attention et orienter au moins les décisions. L'objectif, c'est une gestion durable des ressources halieutiques, mais aussi c'est pour le bien-être des populations. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où l'exploitation abusive des ressources a été démontrée. Ces discussions ont enregistré divers partenaires régionaux et internationaux. Le PNUD, comme l'Union européenne, se réjouissent des résultats obtenus dans la lutte contre la pêche illicite au Sénégal. On a été informé d'une activité qui s'est passée il y a quelques semaines de lutte contre la pêche illégale au niveau régional. Et vraiment, on a été très heureux d'apprendre que c'était le projet Govamer qui avait financé cette activité. Le Comité national pour le suivi de l'indice de la gouvernance des ressources marines et côtières aura pour mission de déterminer les coûts de la malgouvernance du secteur de la pêche dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques. Le directeur des eaux et forêts a effectué une mission de suivi de la campagne de reboisement à Kaolack. Les activités ont duré 3 jours. La délégation a pu visiter la forêt de Saboya et celle de Sodangatam. L'évolution est jugée satisfaisante et les populations s'engagent à assurer le suivi, nous dit Claire Diop. Forum sur l'emploi des jeunes à Latmengue, une commune à quelques kilomètres de Kaolack. Ici, la rencontre vient à son heure. L'opportunité est donnée aux jeunes. Ils ont bénéficié d'une session de formation sur l'élaboration de projets, la recherche de financement, entre autres. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes et celle des éco-villages accompagnent. Les jeunes constituent l'avant-garde de tout projet. Et on oublie souvent qu'en milieu rural, il n'y a pas de chômeurs en milieu rural. Donc toute cette jeunesse a déjà une expérience dans la vie. Les jeunes de la commune sont sortis massivement prendre part aux échanges. Ils apprécient la démarche. Les opportunités sont énormes, d'autant plus qu'ici c'est un village. Donc qui parle de village va parler forcément de l'agriculture, va parler de l'élevage, va parler du commerce. Donc on a pris cette initiative d'inviter tous les jeunes de la commune pour qu'ils viennent partager avec nous. Donc, être au cœur de l'information. La question de l'emploi des jeunes préoccupe au plus haut point. Le maire de Latmengue est plus que jamais engagé pour mieux accompagner cette cible. Travailler à la formation, au renforcement des capacités des jeunes,